Bon, je vais pouvoir débuter. Bonjour à toutes ceux et celles qui sont présentes pour le webinaire. Donc, bienvenue à ce webinaire Expertise croisée pour mieux innover, l'intelligence artificielle au service de la transformation alimentaire. C'est présenté dans le cadre du programme Alimentation Santé du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Puisque l'INAF renforce son initiative à faire sortir le savoir des murs universitaires afin d'être le plus utile au plus grand nombre, notamment à l'industrie agroalimentaire. Souvent, les solutions existent déjà, puis il suffit de communiquer pour les connaître. Donc, le service de soutien à l'innovation de l'INAF est heureux de mettre de l'avant ce webinaire. Je me présente, Marie-Pascale Gagné, professionnelle de recherche à l'INAF pour le service de soutien à l'innovation. Je serai la modératrice du webinaire pour la prochaine heure. Le webinaire a pour objectif de mettre en lumière l'expertise en intelligence artificielle de deux chercheurs membres de l'INAF. Donc, bienvenue au Dr Stéphane Bayen et au Dr Christophe Cordella qui prendront la parole sous peu. On vous rappelle que le webinaire est enregistré. On vous invite à garder votre caméra activée si vous le souhaitez, à vous assurer que votre micro est désactivé, puis à l'ouvrir pour la période de questions qui suivra, si vous en avez bien sûr. Donc, ce que nous avons à l'agenda pour ce webinaire, c'est d'abord une brève présentation de l'INAF puis de son service de soutien à l'innovation, une introduction sur l'IA en transformation alimentaire, les présentations respectives du Dr Bayen et Cordella, un aperçu de divers modèles de collaboration dans le cadre de projets de recherche universitaires, avant de terminer avec la période de questions d'une dizaine de minutes. Donc, vous allez pouvoir tout au long du webinaire inscrire vos questions dans l'onglet Q&R et d'ouvrir votre micro à la fin. Donc, les modèles d'application de l'intelligence artificielle en industrie agroalimentaire sont multiples. Par exemple, dans l'amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments transformés ou encore dans l'optimisation des procédés ou de la qualité. Dans le cadre du présent webinaire, on va se pencher plus précisément sur certaines applications que vous découvrirez sous peu. Donc, d'abord, l'INAF, l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, se positionne comme un acteur stratégique pour le Québec en mettant la science au service de l'industrie puis des pratiques professionnelles avec une mission claire, contribuer à une alimentation plus saine, durable, plus responsable et innovante. L'INAF est basé à l'Université Laval. C'est le plus important regroupement de chercheurs au Canada dédié à la recherche et à l'innovation dans le domaine des aliments et de la santé. Fort de plus de 130 membres chercheurs, 175 professionnels et avec plus de 500 étudiants et chercheurs postdoctoraux, l'Institut œuvre à développer des solutions concrètes pour une alimentation durable et au bénéfice du secteur bioalimentaire, de la population puis de la planète. Les membres chercheurs sont issus principalement de l'Université Laval, mais sont également présents dans d'autres institutions d'enseignement comme l'Université McGill. Multifacultaire et interdisciplinaire, l'INAF rassemble des expertises en sciences agroalimentaires et en nutrition principalement, mais aussi en médecine, en pharmacie puis en sciences sociales. Il collabore chaque année avec plus de 200 partenaires privés et communautaires, puis accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation, de formulation, d'évaluation nutritionnelle puis de transfert technologique. Notre mission à l'INAF repose sur 4 piliers. Donc, d'assurer la relève scientifique et professionnelle par la formation, de partager les savoirs et les résultats de recherche avec les milieux preneurs par le transfert des connaissances, puis le soutien à l'innovation en stimulant le développement de produits, de procédés puis de pratiques alimentaires plus saines, durables et adaptées aux besoins de marché. Bien sûr, la recherche en produisant des connaissances scientifiques de pointe, c'est également un pilier super important de notre mission. Comme vous voyez sur la diapo présente, la programmation scientifique de l'INAF s'articule sur systèmes de recherche autour de l'alimentation saine et durable, puis couvre sans s'y limiter la qualité des aliments, la transformation alimentaire durable, l'alimentation, la santé et le bien-être, la personnalisation de la nutrition, l'autonomie, l'accessibilité alimentaire, et puis la nutrition et société. Depuis 2012, l'INAF soutient l'accompagnement puis le transfert des connaissances auprès des entreprises bioalimentaires, entre autres, mais aussi d'autres structures dans leur démarche d'innovation par le biais de son service de soutien à l'innovation. Notre mission au SSI, c'est d'offrir cet accompagnement aux entreprises grâce à des approches novatrices, puis à l'expertise scientifique du réseau de scientifiques de l'INAF,
et menée par des valeurs comme la rigueur, la collaboration ou l'excellence. On est une équipe de professionnels de recherche issus des sciences alimentaires puis de la nutrition essentiellement. On est dirigé par deux chercheurs, donc Dr. Angelo Tremblay puis Guillaume Brisson, et soutenu à la coordination par Ronan Corcuff. Notre accompagnement personnalisé et multidisciplinaire permet d'appuyer le développement puis l'innovation de la start-up à la multinationale, de l'idéation à la pré-commercialisation en passant par la formulation, l'analyse nutritionnelle, le développement de produits, la résolution d'enjeux technologiques ou réglementaires, entre autres. On travaille aussi en étroite collaboration et au soutien de membres chercheurs inafiens dans divers projets de recherche. Pour échanger sur l'intelligence en transformation alimentaire, j'avais envie de faire appel à un autre expert de l'intelligence à l'INAF, plutôt que ce soit moi-même qui le fasse. Donc, j'inviterai mon collègue Jean-Pierre Quilléman, qui est responsable de la plateforme de bioinformatique de l'INAF et de l'Institut Intelligence et Données, IID, à venir faire cette courte intro avant de passer la parole à nos chercheurs. La parole est à toi, Jean-Pierre. Le microphone. Ça va être plus facile avec le microphone allumé. Donc, pour mettre la table avec les deux chercheurs qui vont présenter plus tard, je vais juste vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle parce que le terme est quand même utilisé un peu à tort et à travers en ce moment dans les nouvelles et dans la société en général. Donc, du point de vue très fondamental, ce que l'intelligence artificielle c'est qu'on donne une liste de données avec les réponses qui sont déjà annotées à un algorithme d'apprentissage automatique, à un IA, qui va créer des modèles avec ses propres règles, il va apprendre c'est quoi les règles qui permettent de prédire. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Merci. Donc, l'algorithme d'apprentissage automatique va apprendre les règles qui vont permettre de faire des prédictions. Donc, tu peux cliquer sur le bouton Enter. Qui vont faire des prédictions sur des nouvelles données qui n'ont été jamais vues dans le passé. Donc, avec un exemple un peu plus imagé, si tu cliques, donc, par exemple, dans les données, on peut lui donner des images d'aliments, donc, avec la notation de quel type d'aliment c'est, donner ça à un algorithme d'apprentissage automatique, que ce soit un réseau de neurones convolutionnel, un transformeur, et ensuite lui donner une image qu'il n'a jamais vue, par exemple, une nouvelle image de tomate. Et cet algorithme-là, s'il était bien entraîné, devrait être capable de prédire quel aliment c'est en fonction du modèle qui a été développé. Donc, ça, c'est un exemple assez imagé, mais l'IA peut être appliqué à une grande majorité de données dans le milieu de la transformation alimentaire. Par exemple, pour les images, comme on vient de le voir, au lieu de juste dire si c'est une tomate ou une carotte, on peut détecter si c'est la qualité des aliments ou le niveau, le type d'aliment pour faire du tri, ou, par exemple, pour regarder c'est quoi le contrôle de qualité de l'emballage. Euh, donc, ça, c'est les images, mais il y a aussi d'autres types de données. La plupart des données qui vont être utilisées en IA, c'est des données de type numérique ou tabulaire. Donc, on peut penser à notre fichier Excel, une base de données, ou des mesures d'un instrument, comme qu'est-ce que le docteur Cordella et Bayen vont présenter. Par exemple, ici, on a un exemple où est-ce qu'avec des mesures d'un spectroscope, on est capable de détecter la présence de toxines des arachides pour la production alimentaire. Ensuite, il y a d'autres types de données qui sont un petit peu plus complexes, par exemple les séries temporelles, où est-ce que bien évidemment, ce que les gens sont beaucoup intéressés, c'est prédire c'est quoi l'offre et la demande, mais il y a aussi l'optimisation d'itinéraires de distribution ou la gestion de logistique et de chaîne d'approvisionnement. Finalement, ce qu'on entend beaucoup parler en ce moment, c'est au niveau de la gestion de textes naturels. Donc, on a les grands modèles de langue, mais le texte naturel implique beaucoup plus de choses. Donc, on peut voir, par exemple, l'analyse des tendances de consommation, ou dans l'exemple qu'on a ici, on va essayer de prendre des listes de recettes ou d'ingrédients, les faire une représentation pour pouvoir prédire et générer des nouveaux produits. Donc, par exemple, il y a la compagnie Nuts Co. qui a fait un partenariat avec Kraft Heinz pour générer des produits qui sont alternatifs aux produits à base animaux, par exemple de la mayonnaise ou du lait de façon novatrice en utilisant l'intelligence artificielle pour prédire des nouvelles formulations. Donc, c'est tout pour moi.
Super, je te remercie beaucoup, Jean-Pierre. J'espère que ça a pu mettre la table sur l'implication, en fait, l'utilisation de l'IA en industrie agroalimentaire. Donc, nous sommes maintenant rendus à présenter l'expertise de nos chercheurs, donc Dr. Stéphane Bayen de l'Université McGill et Dr. Christophe Cordella de l'Université Laval. Donc, je vais débuter la présentation par une courte biographie du Dr. Bayen. Stéphane Bayen est professeur associé à l'Université McGill. Il est spécialisé en chimie analytique et en sciences alimentaires. Ses recherches portent sur l'analyse non ciblée de contaminants chimiques et l'authenticité des aliments grâce à la spectrométrie de masse haute résolution. Auteur de plus de 110 publications scientifiques, il a reçu le prix mondial Agile Thought Leader en 2021. Donc, la parole est à vous, Stéphane. Oui, bonjour à tous. Vous pouvez m'entendre correctement? Oui. Super. Donc, pour les 10-15 prochaines minutes, je vais vous donner une vue globale un petit peu de ce qu'on fait dans notre laboratoire et là où les outils d'apprentissage automatique vont venir nous aider dans nos travaux pour faire avancer, on va dire, l'analyse des aliments de manière générale et contribuer à l'amélioration de la qualité et d'autres aspects de la gestion des aliments. Donc, comme indiqué, je suis professeur au département des sciences alimentaires et chimie agricole de l'Université McGill sur le campus McDonald. Vous voyez d'ailleurs au milieu une photo de notre équipe. On a tous des sacs de pommes dans les mains. Donc, c'était il y a quelques semaines où on est sorti avec le groupe, mais on va pas très loin. On est allé au centre horticole du campus McDonald et on allait en équipe récupérer des pommes. Donc, vous voyez, là, notre groupe, il y a 2 associés de recherche, 5 étudiants au PhD, 3 autres étudiants en maîtrise et puis plusieurs autres étudiants qui viennent régulièrement dans le laboratoire. Ma formation, plutôt côté chimie analytique, donc je suis mon premier diplôme et ingénieur en chimie de l'ENSEM à Montpellier en France. Mais je suis parti après en 2000, donc ça fait déjà un petit moment, à l'Université de Singapour. Donc j'ai obtenu ma thèse en chimie de l'Université nationale de Singapour et j'ai rejoint McGill il y a de ça 11 ans exactement. Notre laboratoire, notre expertise, ça se situe au niveau de l'analyse chimique des aliments, à la fois au niveau quantitatif et aussi qualitatif. Donc, quantitatif, c'est euh, trouver des substances chimiques et savoir quelle est leur quantité dans une matrice, que ce soit un aliment, des sols, de l'eau ou d'autres matrices agroalimentaires. On travaille aussi beaucoup sur les emballages, mais ça peut être aussi qualitatif, c'est-à-dire en particulier identifier des molécules et avec les nouvelles technologies et aussi le traitement des données auxquelles on a accès maintenant, on est capable d'identifier très rapidement des molécules, même si elles sont inconnues. Donc, on fait de l'identification. Appelant Suivante, inconnu. s'il vous plaît. Suivante, s'il vous plaît. Ouais. Très bien. Donc, voilà pour essayer de montrer une vue d'ensemble de ce qui se fait dans le laboratoire, à nouveau intégrer les nouvelles technologies pour relever les nouveaux défis des systèmes agroalimentaires. Donc, on parle de quelle technologie? Vous voyez des machines ici, mais c'est vraiment 2 groupes de technologies, on va dire. Donc, notre expertise va dans ce qu'on appelle la spectrométrie de masse à haute résolution. Et vous avez 2 machines ici. Celle du milieu, où c'est écrit volatile, pardon, celle de gauche ou non volatile, ce qu'on appelle de la HPLC, de la chromatographie liquide couplée avec la spectrométrie de masse haute résolution. Ça va aller pour la caractérisation des molécules non volatiles,
typiquement solubles dans les matrices alimentaires, mais en agroalimentaire, évidemment, on est très intéressé par les substances volatiles parce que ça va avoir un impact sur la perception du consommateur. Donc, on a un nouvel instrument ici, celui au milieu, qui vient d'être installé dans mon laboratoire la semaine dernière, qui est pratiquement unique dans la région, qui permet d'identifier des molécules volatiles, c'est-à-dire qui vont être dans l'espace de gaz au-dessus de l'échantillon. Et là, on va avoir accès à d'autres informations. Enfin, à droite ici, vous voyez le FTIR, donc l'infrarouge. Typiquement ici, c'est pour aussi faire des empreintes très rapides, mais là, Christophe va vous donner probablement plus d'informations sur ce type d'analyse. Mais nous, on est beaucoup sur la spectrométrie de masse. Tous ces instruments, en fait, quand on les applique à des matrices agroalimentaires, vont générer des milliers de signaux chimiques. Et ça peut faire peur à un premier abord, mais avec la spectrométrie de masse haute résolution sur sur un batch d'échantillons alimentaires, c'est régulier qu'on va obtenir 50, 100 000 molécules qui vont donner des signaux chimiques. Et donc, ça fait éventuellement beaucoup de matériel en termes de données à traiter. Et c'est pour ça que quand j'ai rejoint qu'on a développé cette recherche il y a 10-15 ans, mais, on avançait très doucement au traitement des données, mais on voit une accélération des outils. Et puis nous aussi, on a travaillé pour essayer de mettre des algorithmes, nouveaux algorithmes là-dedans. On voit une accélération de la capacité qu'on obtient à faire le traitement des données. Et ça ouvre les portes sur plusieurs nouvelles capacités. Identifier des nouvelles molécules, que ce soit des molécules bioactives, toxiques ou pas, que ce soit quelque chose de bon, on recherche des nouvelles molécules antioxydantes ou autres. Détecter des anomalies, donc comme Jean-Pierre a mentionné juste avant, on peut de la même façon qu'on peut faire une vidéo des aliments, ben, on peut faire aussi des images avec ces outils-là. Et dès qu'il y a un échantillon qui va être hors norme, ben, on a une espèce de lumière rouge qui va s'allumer. Il va nous dire, attention, cet échantillon, il n'est pas normal. Et puis, établir des empreintes. Et avec des empreintes, ben, on peut faire beaucoup de choses. C'est quelque chose, au début de ma recherche, il y a 10 ans, je ne m'attendais pas à avoir. Mais petit à petit, on est arrivé dans le monde de l'authenticité, c'est-à-dire, et souvent, quand vous regardez les personnes qui travaillent sur l'authenticité des aliments ou la fraude alimentaire, ben, c'est des gens qui viennent de divers bords et on s'est rendu compte qu'avec tous les nouveaux outils auxquels on a accès, ben, on peut faire plein de choses pour définir et aussi valider le côté authentique des aliments. Donc ça nous a mené à vraiment intégrer tous ces aspects que vous voyez à droite. On en est sur une seule analyse maintenant. On peut intégrer des aspects qualité, des aspects salubrité, durabilité aussi. On peut regarder la provenance ou savoir si un produit est biologique ou non biologique et l'authenticité des aliments. Donc pour les industriels et pour les applications, ça ouvre quoi? Ben, ça ouvre typiquement à faire de la surveillance intégrée, par exemple des fournisseurs. Donc on est capable d'avoir une évaluation des produits intrants de meilleurs, avec plus d'informations. On a aussi accès, et ça rejoint un petit peu ce que Jean-Pierre a mentionné avant, en regardant les tendances. Maintenant, on peut revenir un peu en arrière et avoir des systèmes d'alerte précoce. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre qu'un problème devienne un problème, dès qu'on a une espèce de déviation dans la qualité du produit, on est capable, avec des outils tels que ceux présents ici, de détecter des choses qui deviendraient un problème idéalement avant que ça devienne ce problème. Et assez spécifique à nos techniques, l'analyse rétrospective. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment très nouveau dans le domaine, maintenant vu qu'on engrange des quantités énormes de données et qui vont, on ne va pas se le mentir, je pense qu'à l'heure actuelle, nous on est capable d'utiliser 1% des données, quelque chose comme ça, 1 ou 2% des données, et tout le reste, ça contient de l'information moléculaire qu'on n'a pas le temps d'aller visiter. Donc tout ça, vous pouvez stocker ces données
sur les échantillons et puis engranger ces données. Et si dans 5 ans, par exemple, vous vous rendez compte, oh, cette molécule, elle était formidable, on vient de la découvrir, on est capable de retourner dans les données du passé et de voir, comme on a tout accumulé, de voir si cette substance était déjà présente et évidemment de retravailler ces données. Voilà. Donc, ça, c'est la vue d'ensemble. Suivante. Donc maintenant, je vais vous donner 3 exemples très rapides pour lesquels nous, on a appliqué des outils d'apprentissage automatique ou de traitement des grandes données. Je vais commencer sur les molécules de type contaminant. Donc, on fait beaucoup de travaux sur les contaminants. Et peut-être que vous avez entendu parler des PFAS. On les appelle les polluants éternels aussi. Et ça, c'est des composés qui sont fluorés et qui ont été utilisés dans pas mal d'applications et qui créent des questions quant à leur durabilité et potentiellement certains ont déjà été identifiés comme étant toxiques et sont hautement réglementés. Et donc, ici, vous avez à gauche, on a fait ce qu'on appelle l'analyse ciblée. Donc, on a quelques composés de type perfluoré qu'on va aller rechercher ici dans des matériaux de contact alimentaire. Vous avez une image au milieu qui sont des boîtes. Donc, typiquement, ce que vous allez utiliser si vous allez au restaurant et vous voulez emmener vos restes d'aliments ou si vous faites juste vous emmenez le repas à la maison. Donc, ces boîtes, on en a collecté plusieurs sur Montréal et on a trouvé que dans pas mal de cas, il y avait un traitement avec les composés perfluorés, c'est-à-dire qu'il y a des concentrations assez notables et parfois plus élevées que ce qui est acceptable dans certains pays comme en Europe. Et donc, on a trouvé beaucoup de ces composés. Le problème étant que ces dernières années, autant on a 1 ou 2 composés qui sont maintenant réglementés, on se rend compte de plus en plus qu'on a des milliers de structures potentielles chimiques qui sont qui vont créer cette famille appelée les PFAS. Et donc, c'est là où on doit aller essayer de cribler, d'aller regarder si potentiellement il y en a d'autres. Et comment on fait? On va faire apprendre à notre ordinateur, reconnaître ce que c'est typiquement les PFAS qu'on connaît et lui dire maintenant, à partir de ce que tu connais, va regarder dans toutes les données de l'échantillon, est-ce que tu en vois d'autres? Donc ça, c'est des collaborations, par exemple, avec Agilent Technologies et d'autres partenaires qui développent ces outils qui vont aller faire ce qu'on appelle le data mining, aller chercher à l'intérieur des données, trouver si éventuellement il y a d'autres signaux qui pourraient correspondre à des PFAS qu'on ne connaissait pas. Et donc, on est vraiment là dans la détection de molécules inconnues. Donc, même si on ne connaît pas la molécule, on a des outils pour aller les chercher dans les échantillons. Sur la droite aussi, je voulais mentionner un outil qui est de type machine learning et intelligence artificielle qui est génial, qui nous a aidé beaucoup. Donc nous, ça va faire 2-3 ans qu'on utilise ça dans notre laboratoire. Ça s'appelle Sirius, qui a été développé par l'université de Jena en Allemagne. Et là, vous allez envoyer des données de type MSMS, donc obtenues avec nos instruments. C'est pas important, mais le but étant que vous les envoyez sur le serveur de cet outil et l'outil va dire, moi, j'ai appris à reconnaître une molécule et j'ai appris d'une base de données je crois que c'est 300 000 autres molécules. J'ai appris à quoi ressemble un spectre MSMS de ces 300 000 autres molécules. Donc, il va dire, moi, par rapport à ce que je connais, je vais faire jouer à la devinette avec vous et je vais dire que ça, c'est la molécule inconnue que vous avez dans votre échantillon. Et ça, on est vraiment. C'est important de mentionner que on s'éloigne de la chimie. C'est-à-dire que l'ordinateur, il connaît rien à la chimie, mais parce qu'il a appris de 300 000 autres molécules, il fait des prédictions qui sont, et on se rend compte, très intéressantes et qui nous aident à détecter et à identifier des molécules beaucoup plus rapidement. Suivante. Un autre type, et donc ça rejoint ce que Jean-Pierre a mentionné, le type d'application qu'on peut avoir, c'est de détecter des choses qui sont
hors normes. Et typiquement, ben, on a appliqué ça dans des projets par le passé, donc avec les collaborateurs ici aussi, professeur Ismail et docteur Bahadi. Donc, en appliquant les techniques de ATR, FTIR au sirop d'érable, on obtient ce que vous avez au milieu, ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire qui donne des signaux et ainsi de suite. Et ça va créer une espèce d'empreinte pour l'aliment. Donc, cette empreinte est très intéressante. Et puis, ben, on avait fait beaucoup de tests en testant des divers sirops. Donc, on est allé jouer sur le côté adultération du sirop d'érable, en partenariat en particulier avec Citadel, hein, et d'autres entreprises à ce moment-là. Et avec cette empreinte, on a montré qu'on est capable de reconnaître si un sirop est adultéré ou non très rapidement. Donc, ça, c'est très utile et on a montré que avec le traitement des données derrière, c'est-à-dire qu'on fait apprendre à un ordinateur à lui reconnaître, ça, c'est l'empreinte d'un produit non adultéré, ça, c'est un produit adultéré. On le fait apprendre et puis après, on va lui faire tester sur des tests en aveugle. Donc, on a joué à ça, à lui faire des tests en aveugle sur des produits et il se trompait très rarement. Donc ça, c'est aussi intéressant. Nous, ce qui est important aussi, c'est que souvent, on va mettre en lien cette technique qui est très rapide, donc basée sur l'infrarouge, avec l'identification moléculaire avec la spectrométrie de masse. Et là, en mettant deux techniques en parallèle, c'est là où on peut aussi faire de la confirmation et parfois obtenir de l'information qui soit avec assez de confiance si on doit aller d'un point de vue réglementaire, mettre ça au tribunal ou autre dans le cadre de l'adultération. Donc là, on est vraiment créé sur des modèles pass or fail, comme je mets. Donc, est-ce que ça va passer le contrôle qualité qu'on attend ou non? Suivant. Suivante, s'il vous plaît. Ah, voilà. Le dernier exemple que je voulais partager avec vous, et je pense que je suis dans les temps. Dernier exemple, c'était sur l'origine du miel. Donc, pour aller sur des modèles qui sont beaucoup plus compliqués, on a travaillé sur ces dernières années. C'était un projet en collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Santé Canada, Agilent Technology et d'autres partenaires, et ça a été financé par le CRSNG. Et donc, on a travaillé sur l'origine du miel, à savoir, est-ce qu'on est capable à partir de l'analyse en spectrométrie de masse du miel, de déterminer où les abeilles sont allées butiner. Et ça, au début, on s'est rendu compte on s'est vite rendu compte que c'est pas une question facile à répondre. Et donc là, on a collaboré aussi avec l'Université Laval, Carl Julien et Pierre Giovenazzo sur des experts aussi des abeilles à essayer d'obtenir tous ces échantillons. Et puis, au final, donc, on a créé toute cette base de données d'échantillons. Et là, ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'au final, on a aussi créé des nouveaux algorithmes, des façons de traiter les données pour reconnaître euh, quel type de miel. Et sur la droite, vous avez typiquement le produit de sortie de ce type d'étude. On va avoir une matrice qui va nous comparer la classe réelle de l'échantillon avec la classe estimée. Et vous voyez que euh, la plupart du temps, on se trompe pas beaucoup sur la prédiction de quelle est l'origine florale du miel. Il faut savoir qu'il y a quelques endroits où il y a des différences, mais j'aurais plein d'explications à vous donner là-dessus. Et avec le temps court que j'ai, c'est difficile, mais je voulais juste vous montrer qu'à partir d'une empreinte moléculaire, on peut faire des choses qui vont aller derrière même jusqu'à la certification. Donc, c'est le type d'outil qui permet de détecter des marqueurs moléculaires. Et à l'heure actuelle, par exemple, il y a un seul pays qui a mis en place des outils de reconnaissance du miel, c'est la Nouvelle-Zélande, et ils utilisent trois marqueurs moléculaires chimiques et un marqueur ADN pour identifier le miel de Manuka. Peut-être que certains de vous connaissent ce miel particulier, mais nous, avec ça, on est capable aussi de trouver des empreintes pour des produits locaux et du Québec. Voilà.
Je vais m'arrêter ici. Super, merci beaucoup Stéphane pour votre présentation. C'était super enrichissant. Donc, je vais maintenant, avec le temps court qu'on a, passer la parole au docteur Cordella. Donc, je vais faire une brève présentation, puis il va pouvoir partager son écran pour la suite. Donc, Dr Cordella est professeur agrégé au département de sciences des aliments de l'Université Laval depuis 2021. Il a été chercheur à AgroParisTech et à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, de 2008 à 2021. Dr Cordella est spécialisé en chimie analytique et en chimiométrie, avec un accent particulier sur les méthodes d'analyse non ciblées et non destructives, appliquées à la caractérisation des aliments, à la détection des fraudes, ainsi qu'au contrôle et à la modélisation des procédés. Il a publié dans plus de 60 articles dans des revues avec comité de lecture et a obtenu plusieurs subventions comme chercheur principal ou collaborateur pour des projets menés en partenariat avec des entreprises du secteur agroalimentaire comme Eurofin, AgroPure, Le Sieur, Sophie Protéol, Spectralis. Donc, j'arrête mon partage d'écran, Christophe, et je vous laisse aller avec le vôtre. La parole est à vous. Merci Marie-Pascale. Je vais essayer de partager. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui, Ou est-ce que merci. ça reste, c'est bien plein écran ou c'est toujours la... Oui, c'est parfait, C'est Christophe. correct. Ok, super. Oui. Alors, bonjour à tous et merci donc à l'INAF d'avoir initié ce petit moment de partage et de découverte. Et donc, je vais avancer un petit peu. Donc, moi, je suis professeur donc, au département sciences des aliments, ici, à l'Université Laval. Et comme l'a dit Marie-Pascale, j'ai commencé à l'INRA, aujourd'hui INRAE, qui est le premier institut européen dans les sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Voilà, et donc j'ai auparavant fait, en termes de formation, j'ai fait un doctorat, j'ai soutenu une thèse en sciences chimiques à l'Université de Nice, qui s'appelle l'Université Côte d'Azur aujourd'hui. Mais j'ai travaillé à Sophia Antipolis dans un laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. C'est bien parce que ça boucle avec ce que vient de présenter Stéphane. Ce laboratoire de l'ANSES est spécialisé dans le domaine apicole et tout ce qui est pathologie de l'abeille et des produits de la ruche. Donc j'ai fait ma thèse sur les fraudes dans les miels à l'époque. Et puis finalement, depuis, le virus de l'abeille ne m'a pas trop quitté parce que je me le suis transporté à AgroParisTech à Paris, où j'avais à l'époque un rucher expérimental sur le toit. Et donc j'ai pu continuer à m'intéresser à ce domaine-là tout le temps en fait. Donc chaque fois que j'ai l'occasion, j'y reviens parce que c'est un univers qui est assez extraordinaire. Donc, j'avance un petit peu. Au niveau de l'équipe, eh bien ici, j'ai créé l'équipe LARTIC, qui est le laboratoire de recherche et de traitement de l'information chimio-sensorielle. Donc, dans cet intitulé un peu long, on retrouve les mots importants de traitement de l'information et chimie et sensorielle. Et donc, on va retrouver dans la présentation qui suit un peu ces notions de traitement des données ou sciences des données et croisé avec la chimie et avec les aspects sensoriels. Donc, dans mon équipe, il y a aujourd'hui 3 professionnels de recherche, 3 doctorants, une maîtrise, etc. Donc, on a une belle équipe qui est en train de grossir et qui s'intéresse à ce domaine de la chimie, des sciences des données et du sensoriel en même temps. Tout ça, ça va nous amener à essayer de développer une expertise ici au Québec sur la qualité et l'authenticité des aliments. Donc, c'est un sujet qui est maintenant pour moi ancien, mais qui est toujours d'actualité. Et puis qui va se mettre à la tâche et qui commence déjà à le faire pour développer des outils de chimiométrie. Et donc, nous, on a une expertise qui est assez ciblée sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer des algorithmes ou croiser des algorithmes pour améliorer certaines performances, que ce soit en classification ou en reconnaissance d'objets ou d'éléments. Et puis, on va essayer d'intégrer ces outils dans des applications qui vont permettre un usage plus facile des modèles. Et donc, vous allez voir dans les exemples ce que ça devient. En termes de données,
on va développer nos propres données ou récupérer des données d'autres projets provenant de collaboration. Et essentiellement, on travaille en spectroscopie vibrationnelle. Donc, c'est assez complémentaire de ce que fait Stéphane. Lui va s'intéresser à une spectroscopie particulière qui va regarder les molécules et les fragments de ces molécules pour les reconstruire comme une espèce de puzzle et essayer d'identifier ces composés. Et nous, on va prendre une voie un peu différente avec d'autres types de spectroscopie qui utilisent plutôt la lumière pour interagir avec la matière et aller chercher de l'information chimique à l'intérieur des échantillons. Et c'est pour ça qu'on parle d'empreinte. Alors là, je ne peux pas dire à suivre puisque c'est moi qui l'ai, mais ça ne veut pas avancer. Ah, voilà. Alors, pour résumer un petit peu le domaine de recherche de l'équipe, on a au centre, bien sûr, l'aliment, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à d'autres types d'échantillons, comme des échantillons biologiques. On peut travailler sur des tissus d'animaux, sur des végétaux ou sur des échantillons de l'environnement. Par exemple, là, on a un projet qui est dans le domaine apicole, où on va s'intéresser à l'analyse des abeilles elles-mêmes pour aller chercher un certain nombre d'informations pour savoir si elles vont être malades ou si elles sont en train de s'intoxiquer, par exemple. Mais on va aussi avoir l'occasion de travailler sur d'autres objets que les aliments. Et donc, ça peut être dans le secteur médical avec l'analyse de certains pansements pour aller chercher, essayer de caractériser à partir de l'analyse de ces pansements quel type de pathologie on a à faire et à quel stade elles sont. Ou bien dans l'industrie de la chimie, j'avais un exemple récent où on a travaillé pour la préfecture de police de la ville de Paris où on a fait des analyses d'échantillons provenant de scènes d'incendie criminels. Et donc, l'idée, c'était grâce à l'analyse de ces échantillons et au traitement des données derrière, essayer de remonter à la source de cette, comment dire, du produit qui a servi à faire l'incendie. Alors, donc, comme je vous le disais, on va travailler avec des techniques qui utilisent la lumière. Donc l'infrarouge, c'est une des techniques dont vous a parlé Stéphane en vous montrant un spectre infrarouge sur les miels. Sa petite cousine, qui est la spectroscopie Raman, qui est très complémentaire, c'est-à-dire qu'elle va montrer des informations chimiques que l'infrarouge ne pourra pas voir ou mal voir. Donc il y a un complément entre ces deux techniques-là. Et puis on utilise beaucoup également la fluorescence qui donne vraiment une empreinte de tous les composés fluorophores, donc qui vont réémettre de la lumière dans certaines conditions. Et donc, en particulier, les protéines, les polyphénols, tout ce qui est antioxydant naturel. Donc, c'est des composés qui peuvent avoir un intérêt majeur pour dans différents secteurs, donc au niveau santé ou au niveau bien-être général. Et puis, on a aussi pas mal de données provenant d'une technique qui s'appelle la RMN. C'est un peu le même type de technique. Quand vous allez à l'hôpital passer un scanner, eh bien, la RMN, on peut l'appliquer aussi aux aliments pour aller chercher la composition et les différentes sources moléculaires qui peuvent avoir un intérêt à identifier. Alors, pour faire ça, une fois qu'on a collecté ces données, on va appliquer une démarche de traitement des données dans l'équipe. Et donc, on va développer ces processus algorithmiques pour extraire l'information utile. Comme vous a dit Stéphane, la majorité de ces techniques produisent des quantités phénoménales de données. Et donc, le problème n'est plus d'avoir des données, mais de savoir les trier et d'en extraire quelque chose d'intéressant par rapport à ce qu'on est en train d'étudier. Et donc, dans l'équipe, on va appliquer puis développer ces algorithmes pour essayer de faire ça le mieux possible pour des applications soit de classification, soit d'identification de molécules ou de pathogènes, par exemple. Ou encore, on peut s'intéresser à la conformité. Donc, est-ce qu'un produit est conforme aux spécifications attendues ou est-ce qu'il sort des spécifications? Donc, on va mettre en œuvre ces algorithmes pour ça. Et puis, on a un troisième axe qui est analyse sensorielle, où là, on va s'intéresser à mettre en œuvre donc, des tests sensoriels pour collecter des données auprès de panels humains, avec comme idée d'essayer de comprendre et de mieux mettre en relation la perception sensorielle pour un produit donné
avec les données analytiques qu'on aura collectées en parallèle sur ces mêmes échantillons. Et donc, par exemple, si on prend un exemple sur le sirop d'érable, vous savez que le sirop d'érable a un certain nombre de défauts de saveur. Et donc, en fonction du type de défaut, il y a plus ou moins de pertes économiques. Mais nous, ce qui nous intéresse là, en plus de ça, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que dans la population, les gens vont apprécier ou pas certains défauts. Parce qu'il ne faut pas croire que tous les défauts sont mal appréciés. Il y en a certains, oui, mais d'autres, pas forcément. Donc, ça donne des spécificités, une certaine coloration à la production de sirop d'érable qui pourrait être mis en valeur si on comprenait mieux pourquoi telle ou telle personne préfère celui-ci ou celui-là. Et donc, c'est à ça qu'on peut travailler grâce à la fois au couplage sensoriel et au couplage analytique, c'est-à-dire aller chercher, analyser ces échantillons par différentes techniques et mettre en relation les deux types de données pour en ressortir une compréhension de la perception. Alors, en termes d'exemples, là, j'ai choisi 3 exemples pour vous montrer finalement un peu ce qu'on peut faire à la fois en collectant des données par des techniques d'analyse rapides qui forment des empreintes et sur lesquelles on va appliquer une démarche de traitement des données pour en sortir une information interprétable et qui nous permette d'avancer par rapport au sujet qu'on étudie. Donc à gauche, on a un petit cartouche qui présente un projet qui s'appelle TOFU, qui signifie True Organic Food. Donc c'est un projet qui vise à mettre en place un service analytique d'authentification des produits bio. Et donc là, on se pose la question de savoir comment on peut distinguer un produit bio, moléculairement parlant, d'un produit qui a été obtenu dans un contexte conventionnel de culture agricole. Donc, par exemple, là, on a étudié le lait, les tomates, les pommes, le blé et les jus de pommes. Et donc, on s'est posé la question de comment on peut faire la différence entre un lait bio et un lait non bio sans regarder uniquement les pesticides. Parce qu'effectivement, les pesticides, ça pourrait être un critère important de différenciation, mais il n'est pas super positif. Et donc, on essaye d'aller plus loin, c'est-à-dire on essaye de voir si au niveau de la plante elle-même, enfin là, c'est le lait, donc c'est au niveau des vaches et de leur mode de nourrissement, est-ce que ça impacte la physiologie de la vache et qui va produire elle-même un lait différent et donc, on cherche à savoir de quelle manière il est différent lorsqu'on a mis de côté les aspects phytosanitaires, donc pesticides, etc. Et donc, dans ce projet-là, on a un couplage de différentes approches analytiques par empreinte. Donc, on va utiliser de la RMN dont je vous ai un peu parlé. Donc, on va passer un peu au scanner les laits. On va utiliser du Raman, on va utiliser la technique que maîtrise Stéphane, qui est la LC-HRMS, donc la spectrométrie de masse haute résolution, couplée à une chromatographie, à une technique de séparation des molécules. Et puis on va utiliser aussi ce qu'on appelle l'IRMS, c'est-à-dire c'est une technique d'analyse isotopique. En couplant l'ensemble de ces données, qui sont vraiment de nature différente, qui vont aller regarder les molécules des échantillons de façon différente, on va pouvoir fusionner toutes ces informations et puis, grâce à des modèles d'intelligence artificielle et puis à un processus de traitement relativement sophistiqué, mais qui vise à améliorer les performances des modèles, on va être capable de reconnaître un lait bio d'un lait non bio ou une tomate qui a été obtenue dans le cadre d'une culture conventionnelle ou sous cahier des charges bio. Et au-delà de ça, notre intérêt, nous, en tant qu'académiques, c'est de comprendre la différence moléculaire entre ces deux types de production. Et donc, le projet est un projet qui a duré 5 ans, qui se termine cette année, qui a été réalisé en partenariat avec la société Eurofins à Nantes, qui est quand même le leader mondial dans le domaine de l'authenticité. Et on a pu mettre en place une grande quantité de données et les modèles associés. Le deuxième exemple, j'avance, oui, je vois le temps passer, mais j'avance.
concerne la détection et l'identification de bactéries pathogènes dans les aliments. Et là, on a utilisé une technique qui est la spectroscopie Raman, donc la fameuse cousine de l'infrarouge, qui donne des pics, comme ça, que vous voyez au centre là, de la diapo. Ces pics vont refléter un petit peu la composition de l'échantillon et des souches bactériennes qu'on va analyser. Et on va chercher des différences entre ces empreintes pour pouvoir identifier précisément la souche bactérienne présente dans l'échantillon. Et donc ça, c'est un projet qui également fait appel à la fois à une connaissance en chimie analytique et en spectroscopie et en traitement des données, puisqu'il va falloir mettre en place un processus de traitement qui va être capable de classer les spectres et donc de reconnaître les souches auxquelles on a affaire. Donc là, on a des algorithmes également d'apprentissage, de reconnaissance de forme, etc., qui vont nous aider à proposer l'outil qui va automatiser cette reconnaissance dans l'analyse des aliments. Donc là, c'est également en partenariat avec la société Eurofins et la société Danone qui nous a permis d'aboutir à un outil fonctionnel. Hop, pardon. Là, voilà. Le troisième exemple concerne la qualité, le contrôle de la qualité. Là, on travaillait dans le cadre d'un projet avec le groupe Le Sieur sur l'oxydation des huiles végétales. Donc, par exemple, l'huile de colza est utilisée régulièrement dans les fast-foods et dans d'autres contextes où on va faire frire cette huile et elle va produire un certain nombre de composés malodorants. Et donc, la question qui se posait, c'est comment réduire l'apparition de ces composés non souhaités qui ont une odeur de poisson, puisqu'en fait, quand on fait frire de l'huile de colza à cause de l'oxydation de certains acides gras insaturés, on va avoir l'apparition de composés dont l'odeur est désagréable. Voilà. Et donc là, on a fait une étude assez complète en chimie et donc en analyse de ces huiles qui ont subi différents cycles de chauffage et de refroidissement, comme on peut l'avoir dans le quotidien d'un fast-food, par exemple. Et on s'est aperçu qu'on avait des milliers et des milliers de composés qui sont visibles sur la petite image que vous voyez à droite, qui est un chromatogramme en 2 dimensions. Et donc là, on a derrière chacune des tâches, vous voyez à peine, que vous percevez, en fait, un spectre de masse. Et donc, l'idée est de trouver les moyens algorithmiques d'aller chercher à l'intérieur de cette grande quantité de spectres de masse ceux qui correspondent aux composés qui forment l'odeur de poisson. Et puis ensuite, on a cherché à ajouter à ces huiles des composés naturels, parce que Le Sieur ne voulait pas des composés synthétiques, pour limiter l'oxydation thermique des huiles et maintenir le plus longtemps possible l'huile dans un état relativement peu oxydé pour limiter l'apparition des composés désagréables. Voilà, et donc ça a été fait également avec un traitement des données adaptées et l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle ou, disons, d'outils d'apprentissage automatique qui permettent d'aller chercher et d'apprendre un petit peu ce qu'est une empreinte d'huile en bon état, on va dire, par rapport à une empreinte d'huile relativement oxydée. Alors, pour terminer, rapidement, j'ai encore quelques minutes, Marie-Pascale. Si je vous en laisse 3, Christophe, ça va? OK. 3 minutes, on va essayer de faire vite. Merci. Donc là, les résultats sur le projet Tofu. Donc, je vous présente rapidement ce qui a été utilisé et obtenu pour que vous ayez une idée globale. Donc, on a travaillé sur 5 matrices alimentaires sur lesquelles on a collecté énormément de données puisqu'on avait en tout et pour tout 5000 échantillons sur lesquels on a réalisé des spectres RMN, de la spectrométrie de masse haute résolution, de l'analyse isotopique, de la spectroscopie Raman et d'autres techniques, ce qui nous a fait vraiment des quantités incroyables de données qu'il a fallu trier, réduire. Il en sort quoi? Il en sort que 4 modèles d'intelligence artificielle ont donné des résultats satisfaisants pour la reconnaissance des produits bio par rapport aux produits non bio. Et puis, on a eu à côté de ça, on a mis en œuvre des modèles
qu'on appelle des modèles factoriels, qui sont des modèles plus simples, qui sont des modèles linéaires et qui permettent dans certains cas d'aller plus vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une grosse base de données pour fonctionner correctement, mais ils ont l'avantage d'être plus faciles à interpréter. Donc là, on a ce contexte-là avec environ 5000 échantillons au total et à chaque fois, on a travaillé par campagne chaque année pour obtenir au moins 200 échantillons par matrice à analyser. En termes de résultats, on a pris la voie d'essayer de faire coopérer nos modèles. Et donc ça, c'est intéressant quand on a des problématiques qui ne sont pas toujours très, très évidentes. Le principe est simple, c'est ce qu'on appelle la sagesse des foules, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être... On a en général de meilleurs résultats quand on fait, comment dire, on fait voter 10 000 personnes plutôt que si on en fait voter 5. Voilà, et donc là, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a multiplié les modèles pour obtenir leurs prédictions. Chacun va donner sa version de ce qu'il comprend de l'échantillon en termes de bio et non bio. Et puis après, comme vous voyez sur la gauche, le petit tableau là, qui est l'illustration du principe, on voit que certains modèles se trompent pour certains échantillons et puis que d'autres ne se trompent pas. Et en faisant une combinaison de ces résultats, on améliore la prédiction globale. Et donc, cette coopération des modèles, c'est une mise en œuvre qui est assez intéressante quand on a cette possibilité d'avoir plusieurs modèles et puis beaucoup d'échantillons, en fait. Voilà, donc ici, pour le lait, par exemple, vous voyez, en termes de spécificité, de sensibilité, etc., c'est des critères de qualité ou de performance des modèles. On arrive à des pourcentages qui sont très élevés et donc qui sont très intéressants pour mettre en production le modèle chez l'industriel. Alors ça se traduit à la fin, il y a le développement analytique, il y a le développement des modèles, et puis après, il faut mettre ça à disposition des gens qui en ont besoin. Et donc, on a développé une plateforme en ligne dans le cadre du projet TOFU qui permet à la fois de charger les données, de les convertir, de les stocker, même chose pour les modèles, et ensuite d'utiliser ça pour obtenir une prédiction et à terme une certification des produits bio. Donc là, en quelques diapos, et après je terminerai là-dessus, on voit que cette plateforme nous permet à la fois de gérer les jeux de données issus des laboratoires d'analyse. Et donc là, chaque ligne est un batch analytique réalisé par un des partenaires du consortium. Et on va pouvoir trier ces jeux de données en fonction du produit alimentaire ou de la technique d'analyse. Ça nous permet de visualiser les données, donc ça c'est une première chose importante avec les informations administratives, on va dire, de chaque échantillon. Donc ça c'est l'onglet informatif, on va dire. Et puis si vous regardez un peu à droite, il y a un onglet Statistical Model qui va nous permettre de choisir un modèle dans la base des modèles adapté à cette matrice-là pour obtenir les prédictions du jeu de données en question. Et vous voyez ici un exemple de résultat obtenu. Alors c'est sûr que pour le moment, c'est, on va dire, la version R&D de la plateforme, c'est-à-dire ce n'est pas évidemment l'outil final de l'utilisateur final, mais on s'en vient, c'est en cours. On va essayer de simplifier ça pour le rendre utilisable plus facilement par des laboratoires de contrôle ou de l'État, de façon à ce que ça soit plus facile à utiliser. Mais on voit là, vous voyez, sur chaque onglet, les résultats de chaque modèle. Et puis le dernier onglet, c'est le vote majoritaire, c'est-à-dire finalement le résultat final que peut nous donner l'ensemble des modèles sur le jeu de données qu'on souhaite qualifier. Voilà, c'est tout pour moi. Super, merci beaucoup, Christophe. C'était vraiment super intéressant également. Puis vous l'avez bien dit d'entrée de jeu, c'était complémentaire également à la super présentation de Stéphane Mayenne également. Je vais faire un petit changement là, dans la programmation du webinaire. Je vais peut-être prendre 2 ou 3 questions là, directement associées aux chercheurs pour tout de suite. Donc, j'introduirai ma collègue Émilie pour poser ces petites questions-ci. Puis je vais prendre la balle au bon là, par la suite pour reprendre sur le webinaire, sur la programmation. Émilie, je te passe la parole.
Bonjour tout le monde. Oui, on a eu des questions sur les questions-réponses et sur le clavardage. Donc, la première question de Vincent Marcoux. Bonjour, pour la détection et identification de bactéries pathogènes avec spectrographie Raman, faut-il que ce soit une souche isolée ou peut-on l'identifier dans une culture mixte? Merci. Ouais, une bonne question. Là, dans le projet, on a fait les deux. On a, dans un premier temps, travaillé sur des souches isolées parce que c'était plus facile et puis que ça nous permettait d'obtenir les empreintes, on va dire, relativement pures, avec comme objectif après de travailler plutôt sur des mélanges, donc des bouillons. Parce que dans le processus finalement d'identification des bactéries, les microbiologistes auront quand même une norme à suivre et il y a énormément d'étapes. Donc, effectivement, on peut le faire au niveau des bouillons, mais ça demande une base de données derrière plus importante parce que dans le bouillon, on ne sépare pas les souches, il y a un peu de tout. Et là intervient j'allais dire, tout l'art est d'emprunter la bonne voie en traitement du signal et en traitement des données pour arriver quand même à avoir une idée de la composition de ce bouillon en termes de souche. Mais c'est possible, ouais. Merci, Christophe. On avait une autre question. Là, il y en a plusieurs qui rentrent. J'essaie de les faire en ordre d'un côté et de l'autre. On avait donc une question encore pour Christophe. Les cahiers des charges et les règles du bio diffèrent d'un pays à l'autre. Comment est-il possible d'appliquer cette méthodologie partout? Ces règles peuvent également être mises à jour. Devrons-nous alors réentraîner les modèles à chaque fois? C'est la part de Yonaka Dragan, pardon. Oui, exact. Ouais. Effectivement, entre la France et le Canada, ou entre l'Union européenne et le Canada, il y a des différences sur le cahier des charges bio. En fait, c'est évident que là, les modèles qu'on a construits pour la France et l'Europe, puisqu'on a également des échantillons européens, doivent être redéveloppés au Canada. Bon, en même temps, c'est normal parce que, la réglementation n'est pas tout à fait la même, mais je dirais les produits non plus. Donc, c'est un travail à faire et on est en train de le démarrer ici à Québec, à l'Université Laval, grâce à un financement CRS-NG et FRQ, où on va s'intéresser à une partie des mêmes produits, mais on a inclus des produits plus endémiques du Québec, comme le sirop d'érable, comme les bleuets. Voilà. Mais on va aussi étudier le lait dans ce même contexte-là pour le Québec. Et donc, ce projet va servir un petit peu de preuve de concept québécoise, même si moi, j'ai l'expérience européenne qui montre que ça fonctionne déjà. Merci, Christophe. Et on va continuer avec. On avait encore une partie de la présentation, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions, puis on va peut-être en faire passer quelques-unes pour que vous puissiez rentabiliser votre participation aujourd'hui, tout le monde. On avait de Manal Naïm. Bonjour, pouvez-vous parler de l'IA dans l'huile d'olive vierge? Je ne sais pas si c'est Stéphane ou Christophe. La question, j'ai pas bien compris la question, c'est... Vous pouvez parler de l'IA dans l'huile d'olive vierge. Donc, c'est une question assez ouverte. Assez large, oui. Ouais. Je peux peut-être laisser Stéphane, puisque j'ai déjà pas mal parlé, au moins il peut donner un avis également. Après notre laboratoire, nous, on n'a pas travaillé sur l'huile directement, mais les techniques qu'on a dans notre laboratoire s'appliquent complètement à toute matrice, y compris l'huile. Il y a eu beaucoup de projets dans le monde qui ont été faits sur l'huile d'olive et je dirais que ça a été une des matrices qui a été utilisée pas mal dans des études de cas pour montrer qu'on est capable de différencier en utilisant des modèles d'apprentissage automatique les diverses huiles. Donc, ça marche très bien aussi. Merci. Merci. Ensuite, de Noémie Labbé pour si la présentation est disponible en rediffusion, on va vous mettre une adresse courriel dans le clavardage et vous pourrez nous écrire à cette adresse si vous souhaitez avoir le lien et il sera disponible également un peu plus tard, mais on pourra faire cas par cas au besoin. On avait une question de Guadalupe. Je ne sais pas si vous aviez la main levée. Est-ce que vous auriez aimé la poser de vive voix ou je la pose dans le clavardage? Vous pouvez y aller.
Ah, je peux la poser, d'accord. Donc, pensez-vous que l'IA puisse égaler la perception sensorielle humaine? Ah, oui, alors, en fait, ça dépend ce qu'on entend, ce que vous entendez derrière ça. Égaler, un algorithme est un algorithme, donc il va donner un résultat. Il va donner un résultat de classification, il va donner un résultat de prédiction de certaines grandeurs, mais si on parle de la nuance dans la perception, un algorithme n'aura pas cette nuance-là. Il va faire des propositions. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre dans les IA, c'est, comme l'a dit Jean-Pierre au début de l'intervention, là, c'est que ce sont des systèmes d'apprentissage. Donc, ce sont vraiment des algorithmes qui, plus vous leur fournissez d'éléments, et mieux c'est. Donc, après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend de lui. Si on attend une réponse binaire ou si on attend une réponse non binaire, c'est-à-dire avec plusieurs catégories de choses. Mais il faut qu'on définisse ces catégories. Voilà. Et donc, plus ça avance, plus le développement de ces algorithmes avance, plus on va avoir des réponses intéressantes. Si on, par exemple, on imagine qu'un jour, on pourra, et c'est déjà un peu le cas, utiliser des IA génératives pour, comment dire, interpréter des résultats statistiques. À ce moment-là, on va pouvoir avancer vers une espèce de compréhension in silico des échantillons ou de la perception. Mais voilà, il ne faut pas attendre des IA qu'elles remplacent l'humain dans la perception, puisque c'est vraiment quelque chose de particulier. Par contre, ça va être un outil de plus pour essayer de mieux comprendre cette perception ou comment dirais-je, prédire une fraction, une partie de cette perception, qu'on va nous définir scientifiquement par des grandeurs mesurables. Du moment que la grandeur est mesurable, un outil IA peut arriver à prédire ça si on a les données qu'il faut derrière. Mais voilà, après, il y a toutes sortes de questions à aborder. Par exemple, le caractère hédonique, c'est aussi quelque chose qui ne se fait pas comme ça en un clin d'œil. C'est spécifique à l'humain, hein. On aime ou on n'aime pas. Et ça ne va pas être pareil pour tout le monde. Merci pour cette réponse intéressante, Christophe. J'ai Dr. Bayen qui doit quitter sous peu, donc si vous avez des questions encore à lui poser, n'hésitez pas. Sinon, on est toujours disponible pour répondre à ces questions-ci ou à les transférer du moins à Dr. Bayen. J'ai une petite question pour Dr. Bayen. Allez-y. À quel point on est proche de détecter le miel frauduleux, donc le faux miel, parce que je pense que c'est un problème de presque $1 milliard par année, de faire du faux miel avec du sucre au lieu de le faire avec la vraie matière. Où est-ce qu'on est rendu à le détecter avec des méthodes chimiométriques? Je suis un peu biaisé, mais je vous dirais c'est très facile avec les outils. Après, tout dépend des ressources qu'on y met, mais les outils qui sont vraiment capables de faire ça de nos jours, il y a aucun problème. Je dirais même l'adultération, c'est un des aspects de l'authenticité du miel qui est les plus faciles à détecter, puisqu'on parle souvent d'un mélange de 5, 10, 20% en masse. Donc ça, pour les outils analytiques qu'on a, c'est des choses qui sont extrêmement faciles à détecter, il n'y a pas de problème. Après, sur cet aspect. Après, il y a d'autres aspects de l'authenticité, des fraudes qui sont un peu plus complexes à détecter, comme l'origine, savoir si un paquet, un pot a changé d'origine sur le chemin entre un pays et un autre, ou est-ce qu'il a été mélangé avec d'autres miels? C'est un petit peu plus complexe, mais l'adultération elle-même à d'autres sucres, ça, c'est vraiment pas compliqué. Merci. Excusez-moi, j'ai une question pour Dr. Bayen aussi, parce que là, je vois que vous faites beaucoup de chimie analytique, spectre de masse. Est-ce que vous faites des analyses de migration des emballages alimentaires type film plastique vers l'aliment? Oui, on a beaucoup de travaux sur le contact alimentaire et la migration. On fait ça par des techniques. On a des cellules de migration et on va utiliser justement les techniques que j'ai présentées un peu plus tôt pour trouver des molécules qui viendraient entrer dans les aliments, même si on ne les connaissait pas, on arrive à pouvoir les identifier maintenant. D'accord. Oui, c'est dans les plans des toxiques. Il y a des toxicités qui sont
Après, de savoir si la molécule est toxique, c'est là aussi, il y a des travaux aussi à nouveau basés sur l'intelligence artificielle qui arrivent à prédire si un signal chimique a des chances, et donc c'est à partir de la structure possible de la molécule, savoir si elle a potentiellement de la bioactivité et voire de la toxicité derrière ça. Il y a des outils qui sont disponibles. Ouais. C'est super. Merci. Merci pour les questions. Et je vois qu'il y en avait encore dans le clavardage, mais il restait une petite partie de la présentation à faire par Marie-Pascale. Donc, si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues ou si vous en avez d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à écrire à l'adresse courriel que j'ai mis dans le clavardage, là, donc ssi@inaf.ulaval.ca. Puis on va s'assurer de transmettre les questions là, à nos chercheurs qui pourront vous répondre par écrit ou peut-être que ça va solliciter une rencontre nécessaire en fonction de vos besoins. Donc, je laisse la parole à Marie-Pascale pour la suite. Super, merci beaucoup pour tes belles questions. C'est super intéressant aussi de pouvoir interagir justement avec les chercheurs comme ils sont présents. Donc, Dr. Bayen, Dr. Cordella, je vous remercie encore infiniment pour votre temps et le partage d'informations. Donc, moi, je vais continuer le petit bout de présentation qui reste pour celles et ceux qui sont disponibles. Donc, jusqu'à temps qu'il ne reste plus personne puis que je parle toute seule, évidemment. Donc, je vous repartage mon écran de suite, donc pour continuer sur la présentation. Ce ne sera pas bien long. Donc, vous avez sûrement tous accès à mon écran. Donc, pour les personnes justement intéressées par un ou des projets de recherche universitaires impliquant de l'intelligence artificielle, on va vous présenter quelques modèles de collaboration potentiels. Donc, vous êtes en mesure de constater, là, de par les interventions de nos chercheurs, que l'implication de l'IA dans des projets de recherche, bien, ça se présente comme un projet conséquent ou de grande ampleur, puis ça fait souvent l'objet de projets de recherche plus structurants, impliquant plusieurs parties prenantes. C'est pourquoi nous allons parler de recherche collaborative. Donc, l'INAF, c'est un regroupement particulièrement important pour la mise en place de partenariats en recherche en impliquant des chercheurs, membres de son réseau, dans diverses disciplines comme l'IA, mais aussi d'autres disciplines, puis des acteurs du milieu industriel. De longue date, de multiples partenariats de recherche ont été mis en place à l'INAF grâce au vaste réseau de scientifiques, bien sûr, qui font partie des membres, mais autant au niveau provincial qu'à l'international. Donc, comme nous avons le savoir-faire, ça fait partie de nos compétences, de notre expertise, on peut vous appuyer à structurer de tels projets collaboratifs. Maintenant, pourquoi devrions-nous penser à utiliser l'IA dans l'industrie de la transformation, dites-vous? L'utilisation de l'IA dans l'industrie, c'est important afin de vous assurer d'avoir une compétitivité accrue. Elle vous permet, entre autres, d'optimiser vos procédés, d'avoir un contrôle de la qualité optimisé, d'optimiser le processus de prise de décision. Ça peut aussi vous apporter des nouvelles idées dans le développement de produits, en innovation, en marketing. Ça peut aussi vous permettre d'améliorer les processus internes, notamment sur la durabilité ou sur la conformité réglementaire, par exemple, et plus encore. Donc, pour mieux savoir ou pour mieux entrevoir ce que l'IA peut vous apporter, donc, on a souhaité vous présenter quelques modèles de recherche collaborative, donc, faisant impliquer l'industrie au sein même des projets de recherche partenariale. Vous constaterez dans les modèles que je vais vous présenter, donc il y a certaines grandes lignes de base dans la structure, puis le montage des projets de recherche partenariale, mais c'est possible aussi de pouvoir faire du sur-mesure dépendamment des besoins exprimés dans les parties, par les parties prenantes. Il y a des modèles, puis des leviers financiers qui s'adaptent à ce qu'on veut mettre en place, autant pour l'entreprise que pour le ou la chercheur impliqué ou un groupe de chercheurs. En fait, il y a souvent un moyen finalement de trouver ce qui convient le mieux comme projet collaboratif, puis dans ce que je vous présente, donc les 4 modèles, ce ne sont pas des cases définies, c'est bien important de comprendre ça. Donc, d'abord, le modèle de recherche que je vais vous présenter en premier lieu, c'est le modèle de recherche académique. Donc, on est plus sur une structure permettant de répondre à un ou des enjeux sectoriels dans l'industrie agroalimentaire. Ça implique un chercheur ou une chercheure à titre de demandeur de la demande de financement. L'implication des entreprises, parce qu'il y en a souvent plusieurs impliqués dans ce type de projet de recherche, veulent répondre à un enjeu sectoriel. Donc, l'implication, elle est peu élevée financièrement. Elle est plutôt à titre de dons en nature ou encore de lettres d'appui. La recherche, elle est menée par l'équipe de scientifiques et donc vise, entre autres, à la formation d'étudiants gradués, aux publications scientifiques afin de produire de nouvelles connaissances scientifiques pour le secteur. Par exemple, dans ces projets de recherche académique, on peut parler de projets qui sont financés par le CRSNG, donc le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, ou encore par le biais du MAPAC avec
le programme Innovation bioalimentaire, le PIB. Un des avantages concurrentiels pour l'entreprise participante, c'est d'obtenir les résultats de la recherche de manière prioritaire, donc faisant partie de la recherche. Un autre modèle de partenariat, donc, c'est les projets de recherche pré-compétitifs. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un regroupement d'entreprises ou d'associations sectorielles qui vont nommer l'enjeu de leur secteur et qui s'impliquent financièrement, puis qui vont être arrimés donc avec un ou une chercheur ou plus d'un, dépendamment du besoin d'expertise sur l'enjeu sectoriel, dont les chercheurs proviennent d'institutions de recherche publique. Celui-ci, les chercheurs ou les chercheurs qui participent aussi à la définition de la problématique vont s'occuper de mener la recherche scientifique puis du transfert sectoriel. Ce modèle vise à explorer des thématiques de recherche communes, donc au secteur impliqué. Puis le financement va être partagé entre le privé et les fonds publics, souvent majoritairement publics, ce qui permet de réduire les risques puis les coûts pour l'entreprise qui est impliquée. Puis la formation d'étudiants, donc, est aussi partie intégrante de ce modèle de projet de recherche. Puis parmi les exemples, le consortium RITA, donc, est un très bel exemple, finalement, de ce modèle de recherche. Le troisième modèle que je souhaite vous présenter, donc, c'est un modèle de recherche collaborative, toujours, donc, de recherche compétitive. Dans ce modèle-ci, la problématique de recherche, elle va être définie conjointement entre le ou la chercheur, qui va jouer un rôle stratégique, puis l'entreprise ou encore un regroupement. Dans ce cas-ci, on peut parler de plusieurs entreprises qui s'associent à ce projet de recherche. Donc, on va parler de consortium de recherche dont le partenaire privé participe activement au financement de ce projet. Les résultats de la recherche ou la propriété intellectuelle, l'API, qui sont développés ne sont pas nécessairement rendus publics, puis peuvent appartenir à l'entreprise selon des négociations là, qui vont intervenir entre les partenaires. Le financement de ce type de modèle est partagé, puis la formation d'étudiants est aussi partie intégrante du modèle. L'avantage de celui-ci, c'est que la recherche peut être exclusive au bénéfice d'une seule entreprise, par exemple. Des exemples de ce modèle de recherche, de projet de recherche, donc c'est le consortium RITA encore, le CRIBIC, le CRSNG Alliance, et puis le programme MITAC, dont les bourses servent à financer le travail d'étudiants qui vont effectuer la recherche en partenariat, donc avec les milieux privés, les milieux non académiques. Parmi ces trois modèles de projet de recherche, donc, on définit une convention de recherche, alors que dans le dernier modèle que je vous présente, là, donc, on parle plus d'un contrat de recherche. Dans ce quatrième modèle, donc contractuel, une seule entreprise est impliquée. Dans ce cas-ci, c'est l'équipe de recherche ou la chercheur finalement qui est impliquée, mais à titre de sous-traitant. Le contrat de recherche est financé par l'entreprise, puis il est souvent possible de trouver des sources de financement publiques pour aider l'entreprise à soutenir ce projet. Dans ce cadre contractuel, c'est là où le SSI peut intervenir dans la plupart des cas. Donc, on n'intervient pas ou très peu dans les trois modèles précédents, quoique c'est possible de faire. Le SSI peut toutefois servir de porte d'entrée, justement, et de soutien dans la réalisation, la structure du montage du projet, ou aussi le référencement aux personnes les plus aptes, bien sûr, à subvenir aux besoins nommés par l'entreprise. L'avantage concurrentiel de la recherche contractuelle réside souvent dans des enjeux de confidentialité, de droit ou de pays qui sont toujours réfléchis pour déterminer, bien sûr, les bons niveaux là, pour les parties prenantes. Des exemples de ce modèle-ci sont le programme Alimentation Santé du MAPAC, le PARI, donc le programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC, ou encore, finalement, le Réseau canadien d'innovation en alimentation, le RCIA. Donc, en bref, comme mentionné plus tôt, il existe toujours un moyen de trouver un bon modèle de recherche collaborative dans lequel vous pouvez être impliqué en fonction de vos besoins, bien sûr. Une discussion avec un partenaire comme le SSI peut souvent aider à le déterminer. Donc, encore un autre moyen intéressant de débuter dans les projets de recherche partenariale sur l'IA pour votre entreprise, c'est de faire affaire dans un premier temps avec Sa Relève. Sa Relève, c'est une initiative de l'INAF qui permet de répondre à une problématique précise que vous pourriez avoir dans votre entreprise en faisant intervenir une équipe de recherche multidisciplinaire d'étudiants gradués, donc qui vont être encadrés par des chercheurs experts, dépendamment du besoin. Puis, si vous souhaitez en savoir plus sur l'initiative, donc je vous invite à numériser le code QR qui est présenté à l'écran, qui sera disponible sur la présentation. Donc, enfin, parmi les avantages de vous impliquer dans un projet de recherche partenariale avec l'IA, c'est d'abord avant tout d'avoir un accès privilégié aux experts dans le domaine, un accès prioritaire aux données, donc c'est-à-dire aux résultats de la recherche qui va être menée, mais aussi à des infrastructures de pointe comme celle du réseau de l'INAF. Confier votre recherche à des experts, puis trouver des sources de financement ou avoir de l'aide pour le faire, qui vont être adaptés à vos projets de recherche, c'est aussi vous permettre de réduire vos coûts de R&D en interne, puis
tout ça en partageant là, finalement les ressources et le temps investi consacré à la recherche qui est effectuée. Tout ça, bien sûr, avec l'objectif de vous permettre de demeurer compétitif sur le marché dans l'industrie qui se transforme rapidement. Donc, vous avez été intéressé par l'IA. On vous invite toujours à poser vos questions si vous en avez là, de manière dans le chat, comme ça on va pouvoir revenir vers vous. Mais vous demandez toujours par quoi commencer. Donc, vous pouvez contacter directement des chercheurs du domaine de recherche dont vous avez besoin de l'expertise. Vous pouvez également valider vos idées ou encore venir en chercher en contactant un partenaire ou surveiller même les appels à projets qui sont financés par des organismes dont on a fait la mention précédemment. Vous pouvez finalement aussi, si vous souhaitez en connaître plus sur les thématiques de recherche comme la qualité des aliments, notamment en lien avec les contaminants alimentaires dans les aliments, ou d'autres comme la personnalisation de la nutrition, les tendances et comportements du consommateur, bien, on vous invite à vous inscrire à Bénéfique, qui arrive à grands pas. Il est encore temps de vous inscrire, donc les inscriptions sont toujours ouvertes, mais faites vite. Donc, Bénéfique a lieu dans 2 semaines au terminal de croisière du Port de Québec les 5 et 6 novembre prochains. Donc, ce qui écourte la période de questions là, pour cette présentation-ci. Je vous invite donc à les poser là, dans le chat encore ou à nous écrire à l'adresse courriel qu'Émilie a pu partager. Je vous remercie infiniment pour votre temps et la petite prolongation là, supplémentaire sur le webinaire d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci pour votre attention. Merci tout le monde.